Salut, c'est Rio, bienvenue dans mon bilan lecture du mois d'avril. Et cette fois-ci, je vous assure que j'ai lu 27 mangas. Je suis pas peu fier, parce que comparé au mois précédent, j'ai pas énormément lu. Là, je me suis rattrapé. La balance entre l'achat et la lecture penche du bon côté, du côté lecture. Donc j'espère voir ma palle se réduire. Je fais des efforts pour pas tout acheter. En même temps, ce serait vraiment débile de ma part d'acheter énormément de titres pour ne pas réussir à suivre au final plus tard, quoi. Donc c'est parti, on va faire le débrief de tout ce que j'ai lu. Et on va commencer avec Best King and the Medicinal Herb. Et dans ce manga, on va suivre Tina, une jeune aventurière habituée des donjons, qui un jour va se blesser. Elle va même être au point d'y laisser la vie, et là, devant elle, va apparaître Galon, un roi démon, le roi des bêtes. Il était censé être mort, et ben pourtant, il est là, devant elle, et il lui propose quelque chose. Il lui dit, ok, je te sauve la mise, je te sauve la vie, mais par contre, en échange, tu me devras une compensation, tu m'aideras à sauver les monstres des donjons. Bon, c'est un peu une dualité pour elle, puisque du coup, elle était censée plutôt se défendre contre les monstres. Aujourd'hui, elle va devoir les aider. Donc voici mon avis, de ce côté-là c'est mieux, sur ce manga qui me donnait énormément envie pour sa thématique. Il y a le scénariste de Frieren qui le conseillait, et je comprends pourquoi, parce que je trouve que il y a une ambiance un peu à la Frieren, un peu chill, et pourtant, on voit bien qu'il y a des thématiques sérieuses qui sont abordées. Un peu des thématiques qu'on pourrait retrouver de nos jours sur le bien-être animal, par exemple. Là, on va essayer justement, notre duo, le roi Galon, lui va essayer de faire comprendre à Tina que les monstres, en général, ils n'attaquent pas pour rien. Ils ont souvent une raison de le faire, et que l'être humain devrait arrêter justement de toujours être sur l'attaque, et plutôt essayer de comprendre mieux ces petites bébêtes. Enfin, petites, j'avoue, ça dépend des monstres. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce premier tome? Et déjà, le dessin, j'ai bien aimé ce dessin, puisque je trouve assez sympa, surtout, en fait, sur les animaux. Je dois dire que le roi Galon, le roi des bêtes, je le trouve très bien dessiné. Les monstres aussi. Pour les personnages, genre Tina, le dessin, je dirais, est différent. Il fait peut-être un peu plus enfantin. Mais c'est peut-être plié plus à son personnage parce qu'on a d'autres profils où j'ai moins cette impression-là. Pour l'histoire, j'ai trouvé que c'était assez calme, assez chill. Donc j'ai bien aimé ce début. On a pas mal de petits mystères par-ci par-là. Et pourtant, ça reste aussi très dynamique. En fait, contrairement là où Frieren, je trouve que c'est vraiment très très calme parfois. Là, on a quand même une petite dose d'action de temps en temps, ça fait du bien. Au niveau des personnages, j'aime bien Tina. Bon, elle est un peu naïve au début, puisque au final, elle suit ce qu'on lui dit, quoi. Que les animaux, les monstres, en tout cas du donjon, sont des bêtes féroces. Et là, on a un Galon plutôt à l'opposé, qui lui va être très ferme, très sûr de lui. Bref, il représente vraiment ce côté royal du roi des bêtes. J'ai bien aimé ce premier volume, j'ai trouvé ça assez tranquille, mais tout en étant assez dynamique pour nous prendre dans cette histoire. On sent bien que pour l'instant, c'est le début, c'est tranquille, on nous présente les personnages, on nous fait découvrir un peu l'univers, mais à la fin du tome, on voit bien qu'il va se passer des trucs un peu plus dynamiques. Il va peut-être y avoir des thématiques un peu plus sombres que ce qu'on pourrait croire. J'ai repris aussi ma lecture de Pumpkin Night. C'est le volume 2, 3, 4, 5 et 6. Donc franchement, je les ai enchaînés à une vitesse. Bon, faut dire que ça se lit assez rapidement, mais faut dire aussi que la thématique me plaît bien. C'est de l'horreur, c'est très très gore. Il y a un petit côté aussi slasher que j'ai apprécié, et un peu légende urbaine sur les légendes urbaines qu'on peut trouver au Japon. Dans Pumpkin Night, on suivait des écoliers qui en fait se faisaient attaquer par une fille avec une tête de citrouille. Ça commençait un peu comme un slasher, Scream, souviens-toi l'été dernier, etc., etc. Et c'était pas pour me déplaire, j'avais bien aimé ce premier tome, c'était assez intriguant, on voulait savoir pourquoi cette fille, cette tête de citrouille tuait ses camarades de classe, et bien sûr j'en ai appris beaucoup plus
dans la suite. D'ailleurs, la suite se découpe en 2 arcs. Donc le premier arc, je dois avouer que j'ai beaucoup aimé puisque ça faisait appel à mes souvenirs de films que j'aimais bien, donc les slashers. Et j'avais beaucoup aimé ça. Alors par contre, il y a un truc qui m'a surpris, c'est le niveau de gore. Je dois dire que c'est vraiment très très gore, ça va dans le trash. Et c'est là où l'horreur en manga c'est compliqué parce que tu peux pas réussir vraiment à faire peur aux gens. PTSD Radio d'ailleurs, il s'y essaie, mais j'imagine que ça dépend des personnes. Moi, ça fonctionne pas spécialement, mais ça n'empêche que j'aime quand même parfois cette ambiance. Et là, du coup, pour contrebalancer, on est vraiment sur un slasher, quoi. Le but du slasher, c'est de nous faire des morts assez originales, parfois même comiques. Et d'ailleurs, le manga ne manque pas d'humour, hein. Le personnage de Pumpkin Night bégaye un peu. Alors j'avoue que des fois j'ai beaucoup de mal avec ce bégaiement. Lire dans les bulles un bégaiement, c'est moi qui finis par bégayer en fait. Mon cerveau arrive pas à suivre, arrive pas à lire ces bégaiements. La traduction, pas évidente tout le temps. Mais en tout cas le personnage est très drôle. Donc cette tête de citrouille qui s'amuse à dégommer les gens avec un humour noir, j'aime beaucoup. Et au final, on pourrait dire que les slashers sont des fois des histoires peu travaillées, mais là, si, on a vraiment une histoire assez travaillée. Bon, je vais pas vous en dire plus sur la raison de pourquoi cette tête de citrouille tue les gens, mais on a vraiment un premier arc qui va nous décrypter tout ça. C'est très intéressant, c'est très jouissif, les morts sont très originales. On a un scénario assez bien construit, bon, des fois des petits raccourcis par-ci par-là, mais ça fait le taf, c'est très divertissant. Pour la seconde partie, pareil, bon, on repart sur un peu du what the fuck, mais ça fonctionne bien et je suis pas déçu non plus de la nouvelle tournure qui est prise, même si on s'éloigne un peu du côté slasher, puisque cette fois-ci, on va plutôt être sur le côté s'intéresser un peu plus à cette serial killer de tête de citrouille et voir en fait l'histoire plus de son côté. Je le conseille pour ceux qui sont amateurs de gore, d'histoires assez bien construites, les slashers, tout ça, c'est pour vous. Vous n'allez pas vous ennuyer une seule seconde. On poursuit avec Remember Me, la magie de l'amour, le volume 2. Que dire? J'avais beaucoup aimé le premier tome, ce second tome, c'est pareil, voire même j'ai préféré. Dans ce second tome, j'ai bien aimé la situation, les relations, toutes les relations en fait, qui tournent autour de Oriana, toutes les élèves qui sont autour d'elle. Ces relations sont plutôt bien construites. Et j'avais trouvé l'héroïne un peu attachante, comme je l'avais dit, parce que je trouvais qu'elle faisait un peu trop de forcing sur Vincent, en essayant vraiment de lui faire rappeler qu'ils étaient ensemble avant, mais quand ça marche pas, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça très bien, ce qui va se passer dans ce tome-ci, puisque il va en avoir un peu marre, en fait, d'elle, et il va un peu l'envoyer bouler, quoi. Et ça, c'est vraiment pas une mauvaise chose, parce que pour le coup, je trouve ça réaliste. Clairement, moi, à sa place, j'en aurais eu marre, même certainement avant lui. Et donc, les relations décrites dans ce tome sont vraiment très réussies. Je trouve que c'est très réaliste. En dehors de ça, on a toujours cette trame de savoir qu'est-ce qui va se passer, pourquoi Oriana et Vincent sont morts. Et Oriana va du coup enquêter. Elle est prête d'ailleurs à donner sa vie dans ce tome-ci pour essayer de découvrir ce qui se passe, pour savoir pour quelles raisons ils sont morts et comment surtout empêcher ça. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu ce tome-ci. On continue dans ces dessins qui sont vraiment très très beaux. On a eu quelques petites péripéties. Alors on a l'espoir d'un méchant au début de ce tome-là. C'est ah tiens, ça y est, potentiellement un méchant finalement. C'est assez très vite effacé, mais l'enquête continue et moi ça me plaît bien. Passons maintenant à Erio and the Electric Doll, un manga dont vraiment le graphisme m'avait attiré au premier coup d'œil dès l'annonce faite par Mangetsu. Au niveau graphisme, bien sûr, je ne suis absolument pas déçu. J'aime beaucoup les traits de l'auteur. C'est très détaillé, très beau. Mais qu'en est-il de l'histoire? Pour l'instant, je trouve en fait l'histoire un peu plate. Disons qu'il y a des petites choses qui ponctuent l'histoire qui me plaisent. Mais c'est assez classique en fait. Donc on va suivre Erio et Ange. Erio est une humaine et Ange est un androïde d'élite qui a survécu à une guerre entre les androïdes, l'IA, contre les êtres humains.
Donc du coup, elles se sont en fait cloîtrées dans un coin, enfin du moins c'est Ange qui a décidé de se mettre dans un coin et de vivre paisiblement avec Erio. Nos deux protagonistes en fait vont décider de partir en voyage parce que Erio a besoin en fait d'en savoir plus sur les êtres humains parce qu'elle est toute seule. Elle est la seule humaine dans ce duo. Donc elles vont voyager en fait dans ce manga, elles vont découvrir plusieurs humains et surtout on va en apprendre, moi c'est ce qui m'a beaucoup plu, on va apprendre plus sur ce qui s'est passé avant cette histoire, c'est-à-dire cette guerre entre les androïdes et les êtres humains, pourquoi aujourd'hui la Terre est comme ça, pourquoi Ange est toute seule, pourquoi il semble y avoir des statues de Ange un peu partout dans certaines villes. Bref, finalement le côté présent du manga, j'ai trouvé un peu plat, mais j'ai bien l'impression qu'en fait, tout ce qui est construit autour de cet univers, lui, est plutôt profond. Et je me doute pas qu'en fait, pour l'instant, c'est qu'un début et que ça va certainement s'améliorer au fur et à mesure parce qu'on a une histoire qui est très épisodique. Chaque, en fait, chapitre ou plusieurs chapitres construit une histoire avec une conclusion et qui nous amène un peu comme une espèce de petite morale sur une thématique. Donc c'est des thématiques d'ailleurs abordées qui nous parlent de la vie, de la mort, et aussi comment l'être humain en fait arrive aussi à s'attacher à des objets qui ne sont pas animés, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas d'émotion. Donc un peu l'amour qu'on pourrait apporter à des objets, quoi. Un peu comme moi et tous ces mangas, quoi. Je veux pas m'en débarrasser parce que j'aime ces objets. Mais là, dans le manga, ça va beaucoup plus loin. Donc, que dire? C'est une lecture qui m'a plu. J'en espérais un petit peu plus, en fait. Et ça a l'air bien engagé, en tout cas, à la fin de ce premier tome, pour quelque chose d'un peu plus punchy. On continue avec Kagurabashi, le volume 2. Il n'y aura pas trop de suspense, mais le volume 1, moyen bof. Et ce volume 2, finalement, mon avis a changé. Ce second tome, j'accroche plutôt bien. Il se trouve que l'antagoniste, est assez bon. Sa personnalité, j'ai plutôt bien aimé. Bon, il pose beaucoup de questions. Il se passe finalement pas tant de choses que ça dans ce tome-ci. Mais je trouvais le combat étalé sur tout ce tome assez dynamique, assez plaisant à suivre. Et ce que j'avais bien aimé surtout dans ce tome, c'est aussi le côté un peu plus sombre. Alors c'est vrai que beaucoup de gens l'ont dit, le shonen commence à s'assombrir depuis un moment dans les mangas. Il orne vraiment plus sur le seinen et c'est vrai que moi du coup c'est ce que j'aime bien avec cette petite fille justement qui se fait capturer et dont on découpe des membres pour faire des tests sur elle. Ouais, je suis un peu bizarre comme gars. Bref, donc ouais, ce second tome j'ai plus apprécié, je trouvais le combat plus intéressant. Peut-être le fait de s'attacher un peu plus au personnage au fur et à mesure. Bon, le héros, je lui ai trouvé un petit côté un peu plus humain que ce qui paraissait dans le premier tome. Par contre, autre point positif, où là, ça va contrebalancer avec ce que je disais par contre sur Lilyman. Là, il y a vraiment des belles cases, des beaux découpages, et surtout des points de vue qui font très cinématographique, quoi. Et ça, par contre, c'est vraiment un très bon point pour moi. Il y a vraiment quelque chose dans les plans utilisés par le mangaka. Ce second tome, j'ai bien aimé. Je laisse forcément sa chance au troisième. Bon, ce sera toujours pas le manga de l'année pour moi, puisque je pense que le shonen, plus j'en lis, moins j'accroche. Mais pour l'instant, je pense quand même continuer Kagurabashi. On passe maintenant avec un manga français, Les Héritiers d'Aguillon, le volume 3 et dernier de cette série. Pleurons ensemble pour l'annulation de cette série. 1 minute de silence. Bon d'accord, n'exagérons pas, mais en vrai, on va te le dire, ça fait chier quand même. Donc ce troisième volume, c'est vraiment l'apothéose, je trouve. Il se passe vraiment pas mal de choses. C'était vraiment un super tome. Ensuite, toujours Adalice dans ses péripéties, on découvre enfin qui a essayé de l'assassiner. Enfin, on le savait à la fin du tome, mais là, on en sait du coup un peu plus. Et bien sûr, tout part
en couille. Et là, c'est pour notre plus grand plaisir. Donc on est vraiment sur la fin d'un arc. Et ce qui est très frustrant, c'est que ça laisse, la fin est ouverte, ça laissait vraiment une porte ouverte à une suite, à quelque chose de vraiment excellent. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, j'ai beaucoup aimé depuis le début ce manga. Et je suis tellement déçu parce que le potentiel était là et j'en suis sûr que l'autrice avait plein d'idées, elle avait distillé plein de choses. On voit bien qu'il y a des trucs qui ont été agrémentés dans son histoire et qui auraient pu être utilisés pour la suite, mais du coup, on n'aura jamais la suite et ça, franchement, c'est un frustrant parce que moi, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré l'histoire, les personnages étaient très bien, les dessins étaient vraiment jolis. Et ce dernier tome, heureusement, ça se termine vraiment, c'est grandiose. Pour moi, en fait, c'est comme un film. Hein. C'est un film Ghibli du début à la fin. Ça commence tranquillement. On a un petit côté un peu sombre, un peu féerique en même temps. Et puis ce dernier tome, c'est l'apothéose. Bref, j'ai vraiment adoré. Je suis déçu que ça soit arrêté, même si on a quand même une fin. Mais bon, j'aurais voulu que ça se termine pas tout de suite. On continue avec mon avis sur Medalist, le tome 8. Et la compétition fait rage. Inori et Tsukasa font leur premier concours national et clairement, ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas parce qu'on est face à des adversaires assez redoutables. Inori veut enfin savoir si elle va réussir à se mesurer à Hikaru et la tension est clairement palpable. Comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé ce tome. Je trouve que vraiment, au fur et à mesure des tomes, ça s'améliore de plus en plus. On oublie un peu parfois le côté peut-être un peu enfantin du manga. Et on est vraiment face à des personnages et des intentions un peu plus malveillantes, j'ai presque envie de dire. Il y a des cases où vraiment on sent... Il y a des personnages, ils font presque peur. Un peu comme lui d'ailleurs. Très bien dessiné, je trouve. On ressent un peu la froideur et le personnage un peu sec. Comme d'habitude, les dessins sont vraiment magnifiques. Et on a aussi cette histoire qui arrive vraiment à trouver son équilibre entre Inori sur la compétition et Tsukasa en tant qu'entraîneur, puisqu'il se pose beaucoup de questions à savoir s'il est un bon entraîneur ou pas. Il a vraiment envie que son élève y arrive, mais c'est sans compter sur l'entraîneur de Hikaru qui lui met des bâtons dans les roues à chaque fois et franchement ça donne place à des moments assez sombres au niveau des cases en fait. Il y a des moments où on sent vraiment la tension, je vais vous trouver ça, c'est ces cases là. Où ça apporte un peu plus de tension, on voit sur les personnages. Enfin, on voit bien que lui, il a pas l'air de bonnes intentions. Et le pauvre Tsukasa qui se dit, ça va être chaud toute cette histoire, il va falloir réussir à contrer cet entraîneur de malheur, on va dire. En tout cas, Medalist est toujours aussi bon. Et plus on avance, plus les tomes sont vraiment excellents. On continue avec Dan Dadan, le tome 17. Pareil, un tome qui ne déçoit pas dans la veine du précédent, puisque c'était le début d'un nouvel arc. Et donc, dans ce tome, que dire de plus? C'est vraiment la continuité, il se passe vraiment pas énormément de choses, mais c'est toujours aussi dynamique, toujours aussi drôle, on passe vraiment un très bon moment. Alors, je dois avouer que juste les quelques derniers chapitres, que j'ai trouvé peut-être un peu longués, puisque on est en train de nous plonger dans un jeu de rôle, quoi, un jeu de rôle au tour par tour. Alors c'est drôle, mais en même temps, comme il faut assimiler les explications du déroulement, c'est aussi un peu pesant, parce que c'est pas ce qu'on a l'habitude dans Dan Dadan, mais voilà. C'est aussi un manga qui arrive à surprendre à chaque fois. Donc ce tome 17, j'ai passé un bon moment. Je me demande vraiment ce que va donner cet arc, puisque là, on part vraiment sur du what the fuck, hein. Ça part dans tous les sens. On passe maintenant à Saashi et les créatures fantastiques. C'est un manga qui m'avait énormément donné envie de le lire quand les éditions Glénat ont fait la pub, parce que déjà je trouvais que le dessin était sympa, que surtout les planches à l'intérieur sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup le style et que ça m'avait l'air assez poétique, assez drôle. Dans ce manga, on va suivre l'histoire de Saashi qui va décider d'acheter un œuf, un vieillard qui passait par là. Sauf que pas de chance pour lui, l'œuf c'est pas un œuf de poule, c'est un œuf de phénix.
Et donc, bah, c'était pas vraiment ce qui était prévu, mais il va s'accommoder de ça. Et c'est une histoire assez vraiment mignonne. C'est très mignon, c'est très reposant, c'est très poétique, je trouve, dans le dessin. Je sais pas, les personnages, tout, c'est vraiment très reposant. Et malheureusement, bah, c'est peut-être trop reposant pour moi. J'espérais que ce soit un petit peu plus drôle, soit qu'il se passe un peu plus de choses. Le côté positif, c'est que ça fait appel au folklore japonais. On a un professeur qui est finalement un tanuki. On part dans des petites choses vraiment très subtiles, je trouve très japonais, dans l'idée en tout cas. Et ça, j'ai bien aimé. Mais je dois avouer que à la fin de ma lecture, je sais pas, j'ai pas ressenti, je me suis pas dit ouais c'est le manga de l'année. Je sais pas non plus dit que c'était nul, mais pour l'instant c'est mouais. Voilà, c'est mouais. C'est beau, l'histoire est simpliste, ça se laisse suivre, mais je pense pas que ça va me marquer à jamais. Donc pour l'instant, le souci que j'ai aussi, c'est qu'il y a qu'un tome au Japon et que je ne sais pas quand va sortir la suite. Donc, est-ce que d'ici là, j'aurais pas abandonné ce manga? Est-ce que je vais vraiment réussir à y revenir alors que je suis légèrement déçu? On verra. Allez, maintenant, esquissez votre plus beau sourire. On continue avec Smile, le tome 3. Ce thriller est toujours aussi excellent. On passe vraiment un très bon moment. Le scénario, pour moi, je trouve vraiment très très bien écrit. Alors, on jongle entre quelques personnages différents. C'est là où parfois, d'ailleurs, je me perds, parce que entre cette lecture très rapide et le fait qu'il y a quelques mois entre les tomes, bah, j'avoue parfois je suis un peu paumé, je sais plus vraiment où on était dans l'intrigue, mais ça m'empêche pas quand je recommence ma lecture de réussir à resituer les choses. Mais en tout cas, je passe vraiment un excellent moment parce que c'est très bien écrit, je trouve que c'est très dynamique, il y a beaucoup de rebondissements. C'est un peu dans ce tome-ci le jeu du chat et la souris entre la secte et l'inspecteur qui essaye un peu de creuser, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Bref, pour l'instant, Smile ne me déçoit absolument pas. C'est vraiment un très bon manga et je m'attendais pas à accrocher d'autant que c'est un thriller et pas un manga d'horreur. J'ai beaucoup plus l'habitude des mangas d'horreur, si je puis dire, que du thriller, mais en tout cas, celui-ci est vraiment excellent. Allez, maintenant, on va parler d'alchimie et ce n'est pas Full Metal Alchemist, mais The Fake Alchemist. Alors, vous savez peut-être, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et dans ma dernière vidéo, j'en ai parlé, je n'ai pas du tout aimé la promotion faite sur ce titre, ou du moins les dernières promotions, puisque au départ, le titre a été présenté de façon très normale par l'éditeur, et puis après, bah, ils se sont dit, bah tiens, on va mettre que des moments Eishi, on va faire une petite vidéo, une compilation, on va vendre ça comme ça. Est-ce que c'était une bonne idée? Bah, ça dépend du public visé, clairement. Moi, le Eishi, ça m'attire pas, j'en ai rien à faire. Et au contraire, ça a même plutôt tendance à me rebuter puisque bah c'est pas ce que je cherche dans ma lecture. Si je veux voir ce genre de contenu, je vais pas aller les chercher dans les mangas. Bref, c'est une autre histoire. Mais du coup, mon avis quand même sur The Fake Alchemist. Est-ce que vraiment cette promotion, ça valait le coup de miser tout sur le Eishi? Bah non. Clairement, alors oui, il y a des scènes, il y a quelques scènes, et les plus grosses scènes sont d'ailleurs dans le trailer que je vous ai mis dans ma vidéo précédente de l'achat manga, ou quelques scènes vraiment très osées, on va dire. Et pourtant, bah, c'est pas du tout ce qui fait le sel du manga, loin de là. On suit dans ce manga Paracelsus, un jeune garçon qui s'est réincarné dans un monde de fantasy. Et en fait, bah, au moment où il arrive dans ce monde, il a le choix, il a la possibilité de récupérer, alors je sais plus comment c'est appelé, on va dire 2 capacités. Lui, il choisit d'avoir un livre qui lui donne plein de recettes possibles. Je parle pas de recettes de cuisine, mais de recettes pour l'alchimie. Et l'autre, par contre, j'avoue, je sais déjà plus. Mais bref, en tout cas, une chose est sûre, il est dans ce monde, et maintenant, son but, bah, c'est d'essayer d'être rentable, puisque, bah, il faut survivre, quoi. Il faut survivre dans n'importe quel monde, t'as besoin d'argent pour survivre. Donc, du coup, il va se décider de faire des potions, mais il faut des ingrédients, bref. Il est un peu débordé par tout ça, il a besoin d'un coup de main. Et c'est là qu'il va se décider d'acheter une esclave, donc, que vous verrez ici, et qui s'appelle Nora. Et en achetant cette esclave, il va aussi acheter une elfe qui est mal en point, mais à un point, elle n'a plus de bras.
et de jambes, si je me souviens bien. Elle n'a plus d'ailleurs de sang. Elle survit comme ça, dans un état vraiment léthargique. En fait, il a tellement pitié d'elle que il décide de l'acheter parce qu'il veut la sauver. Et dans ce manga, en fait, on va un peu suivre comment Paracelsus va réussir à créer son commerce. On va suivre comment il crée ses potions, les ingrédients qu'il a besoin, un peu comme un livre de recettes en fait. On va suivre ça, mais aussi en parallèle, on a surtout l'histoire de cet elfe qui cache un véritable et sombre secret. Pourquoi elle est dans cet état-là? Qu'est-ce qu'elle cache? Pourquoi les elfes sont-ils tant convoités? Donc on l'apprend très vite dans le manga, mais on veut surtout découvrir pourquoi celle-ci est dans cet état-là. Et franchement, j'ai bien aimé ce manga, j'ai trouvé l'histoire très passionnante. Ça me fait d'ailleurs penser un peu à Spice and Wolf, où il y avait un petit côté un peu stratégie commerciale, et ça me fait un peu penser à ça, sauf que là on n'est pas dans la stratégie commerciale pour essayer de remporter une mise ou de réussir à vendre au plus cher possible, parce que c'était très ça dans Spice and Wolf. Là c'est surtout le personnage qui essaye de faire en sorte d'être rentable, et du coup on va avoir quelques petits moments un peu stratégie, on va dire, de la stratégie que le Paracelsus va adopter pour réussir à concocter ses potions, réussir à faire en sorte d'être rentable. On a beaucoup d'explications en fait sur l'univers, pourquoi il va faire ci et pas faire ça. Et je trouvais ça très passionnant parce que l'univers semble plutôt bien construit. En plus, en parallèle du coup de ce côté que j'aime bien un peu commerce, un peu recette, on a donc l'histoire de cet elfe qui cache un véritable secret, et de Nora aussi, qui n'est pas non plus là que pour se faire tripoter les seins comme le laissait penser le dernier trailer de l'éditeur. Et elle aussi, elle a énormément de piquant, c'est un personnage qui est très attachant, elle est loin d'être nunuche comme on pourrait le croire au premier abord. Donc, pour l'instant, j'avoue que The Fake Alchemist, c'est plutôt très prometteur pour moi. Je suis assez impatient de lire la suite. Et pour le côté Ichi, on fera un peu avec. Il n'y en a pas énormément, heureusement, mais bon, je pense qu'on pourra pas passer à côté de ces personnages. Merci de faire le focus au bon endroit. Avec des grosses poitrines. Ça, on pourra pas y faire grand chose. Mais c'est pas grave, puisque heureusement, pour l'instant, l'histoire est vraiment très bonne. Les personnages sont attachants, très bien travaillés, et l'univers me plaît beaucoup. Maintenant, on va passer à un peu de jardinage avec Wild Strawberry. Ce manga, un petit survival horror dans un monde dévasté où les Jinka ont pris possession de Tokyo. Clairement, ils ont pris possession de Tokyo et ils ont surtout parasité beaucoup de corps d'êtres vivants jusqu'à les transformer en plantes, en espèce de mort-vivant plante. Mais d'ailleurs, c'est les Jinka qui les contrôlent et ce n'est plus l'être humain. Ils ne contrôlent plus rien du tout. Et dans ce manga, on va suivre Kingo et Kanayo qui sont frères et sœurs et qui essayent de survivre comme ils peuvent à cet monde infesté de plantes dévoreuses d'hommes. Sauf que il se trouve que Kanayo, elle aussi, est infectée. Elle est parasitée par une plante, et contrairement aux autres, la plante ne prend pas le dessus. Ils arrivent à cohabiter ensemble. Et du coup, Kingo se donne pour mission de protéger sa sœur. Et sauf que la FFF, les forces funéraires florales, vont mettre un peu leur grain de sel. Ils vont tout simplement tomber sur ses enfants, et c'est là où l'histoire va dérailler. En tout cas pour Kingo. Donc que dire? J'ai bien aimé ce premier tome. J'avais un peu peur parce que c'est encore une fois un shonen, je crois. Ouais, c'est encore un shonen, et dernièrement les shonen, je vous l'ai dit, j'ai un peu du mal avec, mais là, un petit côté zombie en version plante, j'ai bien aimé parce que du coup, on a un ennemi que pour le coup, je ne connais pas. Ce sont des plantes, je laisse le doute quant à ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils ne sont pas capables de faire, et j'ai réussi à être surpris au début du tome, puisque je ne savais vraiment pas dans quelle direction allait aller cette histoire. Donc là, l'histoire, en tout cas le premier chapitre, a réussi à me surprendre, et ça c'est très bien. Pour la suite, ça reste peut-être un peu plus convenu, mais je trouve qu'il y a un petit truc assez intéressant dans l'univers, en tout cas. On verra ce que va donner la suite,
parce que je trouve que bon, on a un personnage qui intervient à la fin du manga qui fait très cliché, je trouve. Cette fille là qui est là pour tuer toutes les plantes qui ont infesté le Japon en mode je vais me venger de ces plantes, blablabla. Un peu cliché sur les bords, mais pour l'instant, si je fais abstraction de ce personnage, ma lecture, je l'ai trouvée plutôt plaisante et j'aime bien les dessins. Ça me fait, je sais pas, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à rien en fait. Ça me fait penser à rien. Mais j'aime bien les dessins, je trouve les monstres assez convaincants et j'ai envie de savoir dans quelle direction on va aller. Bon, on sait plus ou moins, mais j'ai envie de voir ce qui va se passer, quelles seront les péripéties. En plus, le mangaka a annoncé que son manga se dirigeait vers la fin. Alors, je sais plus c'est combien de tomes au Japon, je sais plus. Mais bref, on va avoir une série finalement assez courte et ça me va très bien. Donc pour l'instant, Wild Strawberry, c'est une lecture que j'ai vraiment bien appréciée. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre non plus, mais j'ai passé vraiment un bon moment à sa lecture. Allez, direction le Canada, mais plus précisément le Québec, avec les élus El June, et pas les élus d'El June, comme j'arrête pas de le dire. J'aime bien inventer des trucs, moi. Alors, que dire sur ce troisième tome? Eh ben, clairement, j'ai bien aimé ce troisième tome. Alors, certes, je dois avouer que au niveau du dessin, j'ai beaucoup de mal avec le dessin. Je n'adhère pas à ce dessin. Je trouve que le dessin, pour moi, il fait toujours amateur. Je trouve que les personnages changent un peu trop entre les cases, physiquement. On les reconnaît, hein, y a pas de souci, mais je trouve qu'entre les cases, ils changent. Donc ça me pose un problème, et c'est le style qui fait, pour moi, très amateur. Alors on m'a dit, c'était peut-être un peu plus cartoon qu'habituel, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, j'ai toujours apprécié l'histoire. En plus, on va avoir un combat qui sera sur toute la longueur du tome. Et j'ai trouvé que c'était assez passionnant. Il y avait des rebondissements. Il y a beaucoup d'humour dans ce manga, par contre, ça c'est clair. Il y a énormément d'humour. Alors parfois, c'est peut-être un peu enfantin, mais je trouve que ça passe assez bien. Et que pourtant, on a quand même des scènes qui sont moins enfantins. Enfin, quand à la mort d'un personnage qui a un peu de sang, moi je suis pas spécialement pour dire que c'est pour les enfants. Mais bon, chacun se fera son avis. Mais voilà, j'ai passé vraiment un bon moment à la lecture des élus El June et je continuerai cette lecture 100% québécoise parce que même si j'adhère pas spécialement au dessin, je trouve que pour l'instant, l'histoire se laisse agréablement suivre. Et on termine ce manga Losers avec son volume 3 et je dois dire que j'ai bien aimé cette lecture. J'ai trouvé que c'était vraiment très passionnant à suivre en fait. La création de ce magazine Manga Action. Donc on a suivi tous ces personnages au fil du temps jusqu'à ce que le manga fonctionne en fait. À la fin de ce manga, c'est le moment où le manga cartonne. Je trouvais ça assez génial de voir tous ces auteurs qui aujourd'hui sont connus, bon même si les 3/4 sont aujourd'hui décédés, mais c'était très intéressant de découvrir en fait d'où ils venaient, comment ils avaient été récupérés par l'éditeur et pourquoi ils sont devenus hyper connus et célèbres. C'était vraiment un très beau manga, j'ai trouvé en 3 tomes, très passionnant, un manga historique. Si vous vous intéressez forcément au manga et vous voulez en savoir un plus sur la création d'un magazine, c'est très intéressant et passionnant à suivre. On continue avec ce manga tranche de vie, Chibi Maruko-chan, un manga plein d'humour. Et je dois dire que pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce manga. Ce tome 3, convaincu de continuer. On passe un bon moment avec Maruko-chan, c'est toujours plein d'humour sur des situations de la vie de tous les jours, de cette jeune fille écolière et qui fait un peu n'importe quoi par moment et qui a des pensées parfois plus adultes que son âge et c'est cette différence entre le personnage et ses pensées qui me fait énormément rire. Donc j'ai pas grand chose à dire puisque c'est beaucoup de scénettes en fait, de moments de sa vie qu'elle a parfois romancé bien sûr parce que c'est presque autobiographique, hein, c'est l'histoire de son autrice Momoko Sakura qui nous raconte en fait de façon un peu romancée son enfance. J'ai passé un bon moment, je pense que je continuerai, c'est des petits
moment de lecture posé et assez comique. Et bien sûr, on en découvre aussi un peu quand même sur le Japon de son époque. On passe à Serial Killer Land, le volume 2. J'avais adoré le premier volume, j'ai trouvé que c'était vraiment un manga qui montait en puissance dans son premier tome. Et là, deuxième tome, je suis assez surpris de la tournure des événements. Donc on suivait ce jeune garçon qui avait vu sa mère se faire décapiter devant ses yeux par un tueur en série, et finalement, plus tard, il avait envie d'écrire un livre pour raconter comment il a vécu les choses, mais par le plus grand des hasards, il va tomber sur l'homme qui a assassiné sa mère. Et là, il décide tout simplement de se venger. Et la suite est enfin sortie. C'est parti dans un autre délire et je m'y attendais vraiment pas. En fait, on suit toujours donc ce jeune garçon. Il finit par réussir à s'en sortir après s'être vengé. Mais là, il y a des personnes qui vont intervenir et ça va être vraiment un peu what the fuck. C'est que finalement, ces tueurs en série ne sont pas des êtres humains normaux. Ces êtres humains en fait sont possédés par des serial killers très connus, comme par exemple Jack l'Éventreur pour ne citer que lui. Il se trouve que plusieurs tueurs en série très connus prennent possession de corps d'êtres humains et se mettent à assassiner la population. Donc l'histoire va partir vraiment sur un truc plus fantastique que ce que je pensais. Donc on va suivre une organisation qui essaye de mettre la main sur ces serial killers et elle va potentiellement faire appel à notre héros pour essayer de découvrir les autres. Et je pense qu'il va y avoir une espèce un peu de combat entre ces assassins, à celui qui tuera le plus de monde. Ça va se tirer dans les pattes et je pense que ils vont se servir justement du héros pour essayer de récupérer les autres. Donc à voir ce que ça va donner. J'ai passé un bon moment malgré tout sur ce tome, même si c'est pas du tout dans la direction que je pensais que le manga allait aller. Je dois avouer que je suis surpris, c'est plutôt original, mais j'attends de voir vraiment la suite parce que pour l'instant, je sais pas si c'est une direction qui va me plaire ou pas. Restons dans les thématiques assez sombres avec The Summer Ikarudai, le volume 5. Alors c'est un manga que j'ai lu en début de mois et là quand je l'ai pris dans la main, j'ai dit mais au fait il se passait quoi? Je sais plus. Donc j'ai feuilleté, ça y est, et je vais vous en parler, et ce sera plutôt rapide du coup, parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai bien apprécié ce tome-ci, parce qu'on en découvre un peu plus, en fait, sur le village où vivent nos héros, et d'ailleurs les villages un peu alentours. J'aime toujours bien la série, il y avait eu un petit côté un peu mou à un moment, mais c'est bon. Là, je pense que la série m'a vraiment embarqué, il y a toujours de l'ambiguïté sur ce qui est vraiment devenu Hikaru. Et d'ailleurs, à la fin, on nous laisse encore une fois de plus un peu sur les fesses, pour rester poli, parce que on s'attendait tellement à ce que Hikaru soit finalement une entité un peu démoniaque, et il se trouve que finalement, ce ne serait peut-être pas ça. Mais ouais, je trouve toujours que l'ambiance de ce manga est vraiment excellente. J'avais dit que c'était une ambiance poisseuse d'été, là, ça ne change pas. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Il y a plein de questions, mais aussi quand même quelques révélations, et c'est là où, du coup, depuis quelques tomes, on avance dans l'histoire. D'ailleurs, on se rapproche du dénouement de ce que nous dit le mangaka, donc ça reste d'être une histoire assez courte, mais plutôt passionnante. Bon, je vais vous donner mon avis sur Maini Angel, le volume 1 des éditions Isan Manga, avec des belles fautes de frappe à l'arrière, puisqu'on a un résumé qui nous dit: à l'époque des pionniers du Far West, Mei, adorable petite fille, vit paisiblement avec sa sœur et sa mère. Bon, j'en sais, une sœur et mère, mais vite, je crois pas. Vie, par contre, oui, c'était vrai. Et c'est pareil, on a quand le jour du grand départ vers l'ouest arrive, enfin, donc il manque un V pour arrive. Alors certes, je suis pas non plus très très bon parfois en orthographe et tout ça, mais là par contre ça fout mal pour une édition, pour quelque chose de professionnel. Heureusement, ce petit détail qui fait un peu grincer des dents, j'ai retrouvé au début, pareil, du manga, une petite faute de frappe avec un F qui est devenu un P pour fleur. Et après, je n'ai pas vu, me semble-t-il.
ce genre d'erreur, donc on va leur pardonner, mais c'est quand même dommage. Donc pour l'histoire, eh ben je vous l'ai dit, c'est la petite Maimi, je sais pas trop comment on le prononce, qui vit avec sa mère et ses sœurs, et en fait on va suivre un peu leur quotidien. Donc elles ont perdu leur père, et celui-ci rêvait d'aller vivre au Far West. Et donc dans leur quotidien, Maimi et sa famille vont rencontrer par hasard le personnage de Johnny, et Maimi va tomber amoureuse de ce garçon. Sauf que beaucoup de choses vont se passer. Le jeune garçon va donc partir au Far West. Tiens, bizarre. Quelle coïncidence. Et plus tard, Maimi va grandir et un jour il va se trouver que l'occasion fait que ils vont décider d'aller au Far West. Et donc l'occasion rêvée pour Maimi de retrouver son amour d'enfance. Alors mon avis sur ce manga, qui est un manga que j'ai acheté, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, pour ma belle-mère, et je voulais quand même le lire pour savoir à quoi m'attendre, est-ce que aussi ça pouvait lui plaire, puisque le contexte c'était que elle, quand elle était jeune, elle avait vu l'animé Candy, que ça lui avait bien plu, donc j'ai tenté de trouver quelque chose qui pourrait être un peu équivalent, mais le souci voilà, c'est que depuis elle a grandi, hein, entre Candy et aujourd'hui, se sont écoulées des années, et est-ce que malgré tout un manga de la même autrice pourrait lui plaire? Et moi en tout cas je vais vous donner mon avis quand même dessus. Donc je dois avouer que j'ai passé un bon moment sur ce manga, mais il y a eu aussi quelques longueurs. Bon, faut dire, le manga est plutôt épais, donc si j'ai bien compris, la première édition qui était sortie chez Taifu Comics comprenait 4 tomes, là on est sur 2 tomes, mais ils sont quand même vachement épais les tomes, pour ce manga. Bref, donc le quotidien à suivre était plutôt assez cool, mais c'est quand même franchement très niais parfois, non? Des fois on a des phrases avec des planches très très belles, mais c'est dernier. J'ai un peu eu du mal avec ces moments-là parce que je suis pas comme ça, je suis pas fleur bleue, voilà. Le mot c'est que c'est très parfois fleur bleue, c'est très naïf, c'est plein de bons sentiments. Et moi je lis aussi des histoires d'amour, mais je lis aussi des trucs d'horreur. Alors là, c'est peut-être un peu trop pour moi. Quand notre héroïne dit elle veut retrouver Johnny, elle veut vivre dans une belle petite maison, s'occuper de son mari, se marier. Bon, moi c'est pas mes rêves, hein. C'est pour ça aussi que je trouve ça un peu niais. Faut dire aussi que le manga date de 1979, donc forcément les pensées et la façon de vivre ont évolué. Donc, et puis, en même temps, ce manga aussi raconte une histoire qui est même plus ancienne que le moment où elle a été écrite. Donc, l'autrice s'adapte à ce qu'on pense de la façon de penser de l'époque. Mais je dois avouer que les côtés des pensées de l'héroïne, c'était pas trop pour moi. Mais malgré tout, je dois dire que j'ai passé quand même un bon moment à suivre parce que je trouvais ça parfois très drôle. Et on a des thématiques parfois même très adultes. En fait, donc du coup, notre héroïne a perdu son père, il va se trouver que potentiellement un nouveau père peut arriver. Ça, c'est des choses dans la vie de tous les jours. La confrontation avec le nouveau père, ce genre de choses, l'acceptation, est-ce que on est prêt à accepter un nouveau membre dans sa famille? Bref, il y a quelques thématiques qui sont quand même assez intéressantes, mais c'est aussi vraiment le côté comique que j'ai bien aimé, et aussi le moment où ils partent en fait en direction du Far West. Maintenant, est-ce que ça pourra convaincre ma belle-mère? Je sais pas, j'ai un peu peur que le côté un peu naïf du personnage, ça soit un peu trop gnangnan pour nous. Après, par nostalgie, ça pourrait marcher parce que on est sur une histoire quand même de la même autrice. On va retrouver un peu les ficelles qu'on avait de ces mangas de cette époque avec quelques petits trucs assez épisodiques. J'ai passé un bon moment à cette lecture. C'est pas le genre de manga que j'achèterais par moi-même. Donc là, je l'ai fait parce que ça n'est pas destiné. Mais si j'avais à ne pas lire la suite, personnellement, ça me dérangerait pas. C'était une lecture sympathique. Ça m'a permis de découvrir une autrice que je connaissais pas. Mais c'est pas le genre de manga qui, moi, me touche. Alors qu'à l'inverse, qu'est-ce qui me touche? Eh bien moi, c'est
Décapité de Junji Ito. Alors là, on oublie les niaiseries, on part sur totalement autre chose. On part sur des histoires courtes avec le maître de l'horreur dans les mangas, Junji Ito. Alors c'est du coup le deuxième en fait manga que je vais lire. Enfin même si là c'est un recueil de Junji Ito. Et je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et j'ai passé un bon moment à lire toutes ces histoires. Elles sont toutes différentes. Elles font tout appel à une peur, on va dire, différente, même si, dois l'avouer, la peur dans les mangas, tu peux pas avoir peur dans un manga comme tu peux avoir peur dans un film, un sursaut, une angoisse. Moi, pour l'instant, j'ai encore jamais eu ça. Je me suis jamais dit, oula, j'ai peur de ce qui va se passer quand je vais tourner la page. Non. Non, ça n'arrive que très peu. C'est de la peur un peu plus psychologique et je sais pas vraiment comment dire ça. Mais je trouve que par contre, ça reste très intéressant à lire. Donc, au niveau des histoires, elles sont pas toutes au même niveau. Je trouve, il y en a que j'ai trouvé beaucoup plus intéressantes. J'ai beaucoup aimé celle des épouvantails. Donc, pour ceux qui l'ont lu, vous saurez. On a un père de famille qui va perdre sa fille. Et il va être foudrage parce que, il va s'en prendre, en fait, au petit copain de sa fille qui, pour lui, n'a rien fait pour la sauver. Et donc, un jour, il va décider de planter, en fait, un épouvantail alors qu'il s'énerve contre le petit ami de sa fille. Il va le planter juste à côté de la tombe de sa fille. Et là, l'épouvantail, au fur et à mesure des jours, va prendre le visage de sa fille. Et là, on part sur un délire où tout le monde, en fait, va planter un épouvantail pour avoir le visage de leur défunt. Et ça part vraiment un truc un peu what the fuck. Et c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant. Les histoires de Junji Ito, elles font appel pas forcément à la peur, mais il y a toujours un truc en plus, je sais pas. Elles sont toutes très intelligentes en fait. Il y a toujours une espèce de petite morale, un truc à retenir. Les fins sont souvent par contre très ouvertes, mais ça reste assez satisfaisant dans l'ensemble. Donc ce recueil Décapité d'ailleurs, où je m'étais dit, tiens, ça s'appelle Décapité, j'imagine que c'est l'histoire qui prend le plus de place dans le tome, mais pas du tout. Mais ouais, j'ai passé un bon moment à lire toutes ces histoires assez différentes, bien qu'elles sont parfois inégales. C'est pour l'instant une bonne entrée dans la matière, si on veut découvrir Junji Ito, parce qu'on découvre vraiment sa façon de travailler, et sa façon d'écrire les histoires, qui, ma foi, sont toutes assez intrigantes. On continue avec Jalouse, l'avant-dernier tome. Enfin, nos deux héroïnes ont une conversation, la confrontation est là. Elles se parlent enfin, alors que il fallait mettre les choses sur la table. Et pourtant, tout n'est pas vraiment dit dans cette histoire. Il y a encore des non-dits, et c'est bien pour ça, je pense qu'il y a encore un tome, parce qu'on veut savoir où leur relation entre sœurs va mener, et surtout, qu'est-ce qui fait encore là Ritsu? Pourquoi ce personnage est encore là? Il est un peu le personnage qui fout le bordel dans cette histoire au final. Parce que j'ai l'impression que dans cette histoire, ils sont tous un peu perdus, ils sont tous dans la complexité de leur vie, ils savent vraiment pas où ils vont. Ils sont tous paumés en fait. Dans cette histoire, ils sont clairement tous paumés. Ils veulent tous des choses finalement qu'ils n'arrivent pas à avoir. Et j'ai trouvé ça malgré tout passionnant. Ce manga, alors il est pas très épais, ça se fait vraiment très rapidement. Bon, au niveau dessin, je vous l'ai déjà dit, mais c'est toujours aussi joli. Les relations sont très bien décrites, ça c'est vraiment un très gros point fort de Batad. C'est vraiment comment les relations évoluent, tout ça, c'est vraiment point fort de l'autrice. Avant-dernière critique, et celle-ci, c'est Chronique de la mariée de Bretagne, le volume 4. Eh ce tome ne déçoit pas. On est toujours dans l'arc qui se passe au Mans, la ville du Mans. Et il se passe pas mal de choses dans ce tome, en fait. On apprend surtout beaucoup de choses sur l'histoire de la Bretagne. Et là, c'est vraiment un bon point. J'ai trouvé l'équilibre entre les deux, entre le côté fictif et le côté réel, était vraiment bien équilibré. Un tome assez dynamique, les dessins toujours aussi beaux, bref,
j'ai passé un bon moment sur ce manga. Je dois avouer que j'ai lu, je crois, à sa sortie et j'ai un peu zappé toute l'histoire, donc je pourrais pas vous en dire plus. Mais c'est vrai que Chronique de la Marée bretonne, c'est un manga qu'on n'entend pas énormément parler sur les réseaux sociaux et pourtant, c'est un manga vraiment très plaisant à lire. Dernière critique de cette vidéo, et ouais, je vois le temps, ça fait 50 minutes de vidéo. Le montage va être un enfer. Mais je vais quand même vous parler de la fin de PTSD Radio. Donc, manga à la chronologie totalement éclatée. On continue avec ce dernier tome et finalement, qu'est-ce qu'il en ressort après toutes ces lectures? Déjà, je dois dire que ce tome est assez particulier puisqu'on va avoir non pas que le manga, mais aussi son auteur qui va nous parler d'événements un peu particuliers qui se sont déroulés lors de l'écriture de ce manga. Donc, à vous d'y croire ou non, en tout cas, lui, l'auteur, c'est clair, il s'en souviendra. Maintenant, que dire? Eh ben, j'ai passé toujours un très bon moment à cette lecture. Je trouve que ça se lit très très bien. C'est toujours assez jouissif de voir quel monstre va apparaître, comment, pourquoi, qu'est-ce que le héros de ce chapitre, qu'est-ce qui va lui arriver. Moi, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est une histoire, une chronologie totalement déstructurée et il faut tout replacer dans l'ordre. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, je me dis quand j'ai lu ce manga, parce que j'ai bien vu qu'il y avait des bouts d'histoire qui se rejoignaient, il y en a, c'est sûr, et certains. Cette histoire de la petite statuette avec les oreilles de chat, là, ou des cornes du diable, à vous de voir. Eh ben, c'est sûr, il y a un lien avec tout, mais franchement, trouver tout ça et essayer de créer une même histoire, c'est vraiment pas évident, et je pense que si j'étais pas sur YouTube et que je lisais pas autant de mangas, peut-être que je me donnerais à la peine d'essayer de tout regrouper. Mais là, c'est vraiment un travail d'orfèvre, comme on dit. Mais pourtant, ça n'empêche pas que même si j'ai pas toutes les pièces du puzzle, eh ben, j'ai passé un très bon moment à la lecture de ce manga. D'ailleurs, je ne sais pas véritablement si tout est lié ensemble. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs dans ce tome, c'est qu'on a même une histoire qui se termine bien. Et ça, c'est d'autant plus choquant qu'à chaque fois, les fins étaient toujours ouvertes et ça laissait clairement penser que beaucoup de nos personnages finissaient très mal. Donc, qu'est-ce que je dois dire en conclusion? J'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que les dessins étaient très très beaux. J'adore du coup le design des personnages. Ça me faisait penser un peu à Beck, j'avais dit. Même si ça s'éloigne assez pourtant, mais j'aime beaucoup. Et le fait que ça soit des petites histoires, sont-elles liées ensemble ou pas, je ne sais pas, mais j'ai passé un très bon moment à lire ce manga. Alors je me souviens de la vidéo qu'ils avaient faite, c'était un manga intelligent. Ouais, alors je sais pas si c'est un manga intelligent ou moi qui suis bête. Mais malgré tout, j'ai passé un bon moment. J'ai pas réussi à lire toutes les histoires. Je pense qu'il y a moyen de creuser. Hein. C'est pareil, les chapitrages là. Les chapitrages qu'il y a là avec tous ces chiffres et tout, j'en suis sûr qu'il y a moyen de creuser tout ça. Et que ça se trouve, il y a un moyen justement de lire toutes les histoires dans le bon ordre. Enfin, je pense qu'il y a moyen de creuser. Est-ce que je vais me donner la peine de le faire? Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre le temps, mon temps dessus pour trouver? Franchement, je suis pas sûr d'avoir le temps et l'envie de faire ça, mais ça m'a pas empêché d'adorer cette lecture de PTSD Radio. Une lecture que je recommande si vous aimez ce côté un peu éclaté et ces histoires d'horreur. Stop, c'est pas fini, j'ai failli oublier le fameux top flop que j'ai oublié le mois dernier. Ouais. Alors, donc du coup, j'avais pas réfléchi. Je viens seulement de réfléchir. Mais mon top flop du mois, et pour le top, donc mes coups de cœur de ce mois-ci, en troisième position, je vais dire Losers, parce que j'ai bien aimé la conclusion de ce manga. J'ai vraiment bien aimé l'évolution de comment on a suivi ce magazine, comment les personnages ont évolué, bref, comment ça s'est passé en fait. Découvrir tout simplement comment la création de ce magazine s'est faite, c'est très intéressant. J'ai passé un bon moment devant Losers dans sa globalité. Je voulais le mettre dans ce top, des coups de cœur, quoi.
En deuxième position, c'était Les Héritiers d'Aguillon, pareil, où j'ai trouvé vraiment ce dernier tome phénoménal. C'était explosif, il se passait plein de choses, c'était l'apothéose, quoi. C'était vraiment, j'ai l'impression d'être devant un film Ghibli. J'ai trouvé, malgré que la fin ouverte et la déception qu'on n'aura pas de suivre, ce tome était vraiment tout bonnement excellent. Et en top 1, c'est The Fake Alchemist, où j'adhère vraiment beaucoup à son univers, au petit côté stratégique commercial, et en plus à son scénario. Du coup, on a le côté stratégie commercial, mais on a aussi le côté, on va en savoir plus sur cet elfe. Et je trouve que le mélange des deux fonctionne très très bien sur moi. J'aime beaucoup son univers, ses héros. Ils ont tous des personnalités très distinctes. Et j'ai passé vraiment un très bon moment à la lecture de ce seinen, qui n'est pas qu'un manga ecchi. Pour les flops, c'est pas vraiment des flops. J'ai pas eu de manga où je me suis dit, ouais, ça c'était vraiment nul. Mais donc du coup, j'ai mis ce que j'ai moins aimé. Et dans ce que j'ai moins aimé, j'ai eu quand même une petite déception avec Sahashi et les créatures fantastiques, où le côté onirique, le côté poétique, le côté très tranche de vie, manquait d'humour en fait. Je sais pas, peut-être que c'était pas le bon mood au moment où j'ai vu ça. Et pourtant j'étais très impatient de découvrir ce titre, mais voilà, j'ai pas plus accroché que ça. Je trouve ça très très mignon, ça c'est clair, mais il manque un petit truc, je sais pas, je suis déçu et je sais pas pourquoi. Il manque un petit truc pour moi, pour que je sois totalement emporté. Et pourtant le dessin est vraiment magnifique. Et du coup, on va dire en première position, c'est Name Angel. Et ouais, le manga que je suis censé offrir à ma belle-mère, parce que tout simplement, c'est pas un manga qui est fait pour moi, c'est pas le genre de lecture dans lequel je me dirigerai pour moi. Et je l'ai bien vu à la lecture, j'ai passé un bon moment, mais c'est beaucoup trop ancien dans la construction. Les dessins, les dessins sont beaux, mais c'est très kitsch, je trouve, c'est très kitsch. Je n'avais pas en plus cette nostalgie sur Candy, puisque j'ai jamais vu un seul épisode de Candy. Bref, c'était pas, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas une lecture pour moi, quoi, tout simplement. Voilà qui conclut cette très longue vidéo de bilan lecture. Faut dire que j'ai pas mal lu ce mois-ci, donc j'espère que je vais réussir à compacter tout ça, parce que je suis à plus d'une heure de vidéo au moment où je filme tout ça. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, on sort un peu des fameuses vidéos qu'on retrouve tous les mois, ce qui vous attend en début de mois avec les nouveautés, les achats manga, le bilan lecture. Là, on va partir sur autre chose. Donc, on va voir ce que je vais faire. J'ai encore un doute. J'ai plusieurs possibilités, donc on verra. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore à tous ces gens qui se sont abonnés dernièrement, à tous ceux qui me suivent encore, bref, à tous ceux qui partagent, qui like, qui laissent des commentaires pour qu'on puisse aussi échanger entre nous. Ça me fait clairement plaisir. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Stéréo, salut.